Aujourd'hui, je vous propose un épisode profondément bouleversant, mais nécessaire. On parle souvent de la grossesse comme d'un moment magique, et elle peut l'être. Mais parfois, derrière une grande fatigue, un mal de tête inhabituel, une douleur qu'on minimise, il peut y avoir une urgence. Jenny vient nous parler du HELP syndrome, une complication rare mais grave de la grossesse. Un mot que beaucoup de femmes n'ont jamais entendu. Dans cet épisode, il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit d'informer, d'apprendre à s'écouter, de rappeler que notre intuition a de la valeur. Merci à Jenny pour cette parole courageuse, offerte pour que d'autres femmes soient mieux informées. Je vous invite à écouter cet épisode à votre rythme. Ici, toutes les émotions ont leur place. Bienvenue sur Insubmersible. Bonjour Jenny, je suis très heureuse de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Tu viens nous parler d'un sujet dont on entend encore très peu parler, le HELP syndrome. C'est un syndrome qui concerne environ 0,5 à 1% des grossesses, donc c'est quand même assez rare, mais quand il survient, il peut être vraiment très grave. Ces symptômes peuvent parfois ressembler à des choses que beaucoup de femmes enceintes ressentent, donc des douleurs, une grande fatigue, des maux de tête, mais pourtant derrière ces signaux, il peut y avoir vraiment une vraie urgence. Donc si tu as accepté de témoigner ici aujourd'hui, et un grand merci pour ça, c'est pour que les femmes puissent mieux connaître ces signes, s'écouter davantage et ne pas hésiter à consulter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur toi? Bonjour, merci pour ton accueil. Moi, c'est Jenny, je suis anglaise et il y a 10 ans, j'ai survécu à un HELP syndrome, comme tu dis. C'était ma 4e grossesse. En fait, juste avant, j'avais eu 3 fausses couches et donc c'était la 4e grossesse, c'était notre dernier essai. Et du coup, sur cette grossesse-là, comment est-ce que ça se passait au départ? Alors, la grossesse s'est très bien déroulée. Pendant toute la grossesse, j'étais bien, j'étais en forme, j'avais une bonne santé, le bébé grandissait bien, il n'y avait pas de signes, il n'y avait pas de problème pendant toute la grossesse. Toutes les échographies étaient correctes et les prises de sang étaient correctes. J'allais bien, j'allais merveilleusement bien. Donc vraiment aucun signaux anormaux au cours de la grossesse? De ce que j'ai vu pendant toute la grossesse, il n'y avait pas de signes de HELP syndrome. Peut-être vers la fin, j'avais pris quand même beaucoup de poids, enfin comme beaucoup de femmes aussi, hein, j'ai envie de dire pendant la grossesse, malheureusement. Mais non, je me sentais très, très bien pendant la grossesse. Après les 3 qu'on avait perdus, je me sentais vraiment chanceuse de pouvoir porter un enfant, jusqu'à la fin. Enfin, c'est vrai que les premiers mois étaient compliqués mentalement pour moi et pour mon mari, mais une fois qu'on s'est dit: «Bah, c'est bon, on a passé, les périodes les plus compliquées», on s'est investi, dans la grossesse. On a commencé à préparer la chambre, on a acheté des affaires, on a parlé de ce qui allait se passer derrière, enfin après et oui, tout allait bien. On était en forme. Et du coup, comment le HELP syndrome il a été détecté? Le souci avec le HELP syndrome, comme tu as dit, c'est que suivant les symptômes, elle ressemble à une grossesse normale. Prête pas trop, attention peut-être, à ce qui se passe ou même si on soulève le problème avec un médecin, souvent on a la réponse que c'est normal, c'est la fin de la grossesse, et tout ça. Donc pour moi, le HELP syndrome est venu pendant les 40e semaines de grossesse et c'était vraiment, au dernier moment que c'est arrivé. Donc la terme de ma grossesse était prévue pour le 21 août et le week-end avant, je me sentais pas bien. Je pouvais pas dire exactement, ce qui se passait. J'avais pas vraiment un symptôme qui était, très fort à ce moment-là, mais j'avais un pressentiment. J'étais pas à l'aise, en fait, dans mon corps et je me souviens, c'était le week-end du 15 août et le vendredi soir, j'avais très, très mal à la tête et j'avais une douleur qui descendait sur, le côté et vers l'épaule. C'était comme une migraine, mais c'était en fait la pire migraine que j'ai eue de ma vie. J'ai pas eu ça avant. Et normalement, avec les migraines, je prends de l'ibuprofène et ça prend du temps, mais ça passe. Et là, ça passait pas. Je me suis même allée me coucher parce que ça passait pas. J'ai mis du chaud, j'ai mis du froid et je me suis dit: «Mais ça va jamais partir, en fait». Le lendemain matin, ça allait un peu mieux, mais j'ai pris un rendez-vous chez un ostéopathe. Je me suis dit: «Peut-être que j'ai un nerf qui est coincé». Donc je suis allée voir un ostéopathe et je me suis dit: «Normalement, après ça, ça devrait aller mieux». Mais ça a pas beaucoup marché. Ça m'a soulagée un petit peu, mais ça a pas beaucoup marché.
Et puis dans la nuit de samedi soir, j'avais toujours mal et mon mari il m'a dit je pense qu'on devrait peut-être aller voir consulter parce que c'est pas normal que tu as aussi mal pendant longtemps. Et je commençais à avoir un peu mal à ventre, je pense que j'avais les contractions, donc on est allé aux urgences. On s'est dit on va aller voir et on va voir ce qu'ils disent. Donc j'ai passé plusieurs heures aux urgences. Mon mari elle était dans la salle d'attente, moi j'étais toute seule dans une chambre à part et lui il n'avait pas le droit de venir me voir. Et je me souviens, j'étais debout, j'avais les contractions, c'est sûr, mais j'avais toujours cette douleur là sur l'épaule. Le médecin m'a à peine consultée et il a juste dit que je me suis fait un peu mal à l'épaule. Donc il m'a donné les antidouleurs qui étaient très forts et c'est tout. Et je suis rentrée chez moi. J'ai essayé de prendre les médicaments qu'il m'avait donnés, mais je n'arrivais pas à les garder. Ça passait pas, je vomissais chaque fois. Donc je prenais plus. Et le douleur restait. C'était moins intense, mais ça restait toujours là. Et toujours au même endroit du coup. Toujours au même endroit, toujours ce côté, ça descendait de ma tête vers l'épaule. On fait avec, donc j'ai continué ma journée. Et le soir même, j'avais à nouveau des contractions. Et donc, avec mon mari, on s'est décidé de retourner à l'hôpital, mais cette fois-ci, on allait à la maternité. Parce que là, on consultait vraiment pour les contractions. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, on verra. Donc, je suis allée voir, ils ont fait un monitoring et tout allait bien. Mon fils Mathis, il allait bien. Le monitoring était correct. Et elle m'a dit, c'est pas encore l'heure. Là, c'est les premiers signes, mais c'est pas le moment. Il faut attendre un peu, il faut rentrer chez vous. Essayez de marcher un petit peu, peut-être que ça va déclencher quelque chose, mais faites un peu en avance. Ils avaient pas regardé du coup la dilatation du col à ce moment-là? Ils t'ont fait juste le monito? Ouais, c'est ça. Elle a pas regardé et puis elle a juste fait le monitoring. Elle m'a pas vérifié la tension. Elle a pas fait d'autres analyses. Donc, je suis rentrée chez moi parce que on fait ce qu'on nous dit de faire, hein, parce que même si c'était la 4e grossesse, c'était ma première grossesse à terme. Donc, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Donc, je suis Bien rentrée sûr. chez moi. Puis c'est eux en fait les médecins, donc on considère que c'est eux les sachants, donc forcément, on les écoute. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai qu'en fin de grossesse, je me sentais lourde, j'avais les jambes lourdes, j'étais fatiguée. Donc, on les écoute. Et puis, je rentre chez moi, on est un peu fatigué. Et mon mari, il me dit, il faut qu'on arrête de faire ça parce que 2 fois dans la même journée, c'est fatigant quand même. Donc, on est rentré. Et puis, le lendemain, c'était le 15 août. Donc, je pense que la journée est passée. Je pense que j'avais toujours un peu mal à l'épaule, mais la douleur s'est étenuée un petit peu. C'était un peu moins fort. Mais j'avais toujours ce pressentiment que ça allait pas. Il y avait quelque chose qui me travaillait quand même. Je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Et donc, j'ai appelé la maternité et je me rappelle, j'avais dit, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien voir un médecin, s'il vous plaît. Et donc, ils m'ont pris un rendez-vous le 16 au matin. Donc, je suis allée voir, j'ai consulté. C'était pas mon gynéco d'habitude. Lui, il était en congé, mais c'était un autre médecin du service. Et tu étais pas suivie à ce moment-là par une sage-femme? Oui, mais la sage-femme était dans la même maternité. Donc, Ah oui, entre d'accord. gynéco et sage-femme, en fait, je me suis dit, c'est peut-être mieux aller voir un médecin, enfin un gynéco. Enfin, non, je me suis même pas posé la question, en fait. Donc, Oui, ouais. oui, il fallait retourner à la maternité et voir, Oui, un médecin, quelqu'un ouais, d'expert, ouais, je voilà, comprends c'est complètement. ça. Mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui clochait, mais c'était pas urgent. J'étais pas inquiet, vraiment, vraiment inquiet. J'avais juste besoin d'être rassurée que tout allait bien, je pense. Donc, on part voir le médecin. Lui, il m'a consulté. Il a regardé si j'étais dilatée. Et il m'a dit, non, mais c'est juste la fin de la grossesse, en fait, madame. Vous allez bien, mais vous êtes juste à 40 semaines de grossesse. Par contre, je pense pas qu'il a pris ma tension. Il a pas fait d'autres analyses. Je pense il m'a juste examiné. Du coup, il m'a dit, vous rentrez chez vous et puis si jamais ça vient pas naturellement, vous venez ici après le 21 et on vous déclenchera à ce moment-là. Donc, on rentre chez nous et la journée passe sans trop d'événements. Et ce soir-là, mon mari, il est sorti et quand il est rentré, il m'a dit, mais ça va, tu as l'air un peu bizarre. Et je dis, oui, mais ça fait, en fait, ça va pas trop. Ça fait 1 heure que j'ai très, très mal ici, côté droite, sur les côtes. Il m'a dit, c'est sûrement les pieds de Mathis qui se donnent les coups de pied. Je dis, non, c'est pas ces douleurs, c'est pas ce genre de choses et c'est constant, en fait. Ça s'arrête pas. C'est comme ça depuis à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et je le sens. Je suis pas pliée en deux, mais enfin, je le sens. C'est pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. J'avais déjà pris du Spasfon à ce moment-là, que j'ai pas gardé, j'ai vomi. Donc, j'avais déjà vomi 2 fois. Et je lui ai dit, je suis pas à l'aise.
mais j'ai pas envie de retourner à la maternité pour qu'ils nous envoient chez nous à nouveau. Donc, je lui dis, est-ce qu'on appelle SOS médecin juste pour poser la question, pour voir ce que eux ils conseillent. Donc, mon mari, il a appelé et il n'a pas appelé SOS médecin, il a appelé le SAMU. Il a discuté avec les médecins au téléphone et eux, ils ont décidé qu'il fallait nous envoyer une ambulance pour m'amener à la maternité. Donc, après, tu sais, ça a enchaîné assez vite. Hein. Ils sont venus à la maison, ils ont pris ma tension. Ma tension était un peu élevée. Ils m'ont mis dans l'ambulance et sur le trajet pour aller à la maternité, ils ont dû s'arrêter pour reprendre la tension parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des bonnes prises de tension. Donc, je pense que c'était pas très, très haut non plus. J'étais à 13 ou 14,8, hein, mais c'est quand même assez élevé pour moi. Et on est arrivé à la maternité. Mon mari m'a suivi dans la voiture. Donc, on est monté dans la chambre. Ils ont fait un monitoring et le bébé va bien. Et moi, j'avais pas un sentiment d'avoir les contractions, mais j'avais toujours ce douleur. Donc, j'étais examinée par une sage-femme à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah, ça y est, vous êtes en début de travail. Donc là, ça a commencé à se dilater un peu. Mais c'est pas encore pour ce soir. Mais je pense que demain, dans la journée, ça devrait aller. Ça devrait commencer. Elle me donne un médicament. Je pense que c'est le Nubin. Et elle m'a dit, je te donne ça, comme ça, tu vas dormir plus facilement cette nuit et te reposer avant demain. Mais vous allez rester, enfin, tu vas rester ici pour la nuit. Et donc, je dis à mon mari, bah, c'est bon, tu peux rentrer, comme ça tu dors. C'est la dernière nuit de sommeil que tu vas avoir pendant un bon petit moment, donc il faut en profiter, aller voir les animaux et tout. Donc lui, il rentre chez lui et moi, il m'installe dans une chambre à l'étage. Mais ça, je m'en souviens pas, cette partie-là. C'est depuis qu'on m'a dit ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, j'ai peut-être 2 souvenirs et le reste, c'est un noir complet. Parce que tu t'es évanouie, du coup? Non, c'est parce que je pense que c'est mon mémoire qui essaie de me sauver, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment perdu la mémoire pour cette partie-là. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais déjà malade, je pense. Le problème, c'est que cette sage-femme n'a pas malheureusement suivi les consignes. Elle n'a pas fait d'autres analyses quand je suis arrivée. Donc, elle n'avait pas fait une analyse des urines et elle n'avait pas fait la prise de sang qu'elle aurait dû faire quand je suis arrivée. Et je pense que si elle avait fait ces 2 analyses-là, on aurait vu déjà à ce moment-là que le HELLP syndrome ou la prééclampsie, enfin, on ne savait pas à ce moment-là, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait réagir. Mais elle n'a pas fait. Elle m'a donné un médicament pour que je m'endorme. Et puis, on m'a mis dans une chambre et on m'a laissé pour la nuit. Ce que j'ai appris depuis, c'est que dans la nuit, je me suis réveillée et j'ai vomi à nouveau. Et j'ai une petite souvenir d'avoir vomi dans une poubelle dans la chambre, mais ça, c'est vraiment flou pour moi. Et à 6 heures du matin, apparemment, j'ai rappelé les infirmières et j'avais dit je me sens pas bien et je me plaignais parce que j'avais très mal. Et elles ont fait à ce moment-là une prise de sang. Et après, je me souviens d'être dans une salle de travail avec tout le monde qui active autour de moi, les infirmières qui essaient de poser une perfusion, mais elles n'arrivent pas, elles sont en panique. Je rigole parce que je pense que c'est parce qu'elles ne trouvent pas la veine, mais en même temps, il y a le médecin qui me parle. Alors, je ne l'avais pas encore vu, et lui, il disait, en fait, on doit vous amener au bloc là tout de suite, c'est très urgent, vous faites une HELLP syndrome. Et c'est pour ça que les infirmières étaient en panique parce qu'il fallait réagir au plus vite. C'était code rouge, en fait. Et donc, ils m'ont amené au bloc. Et là, j'étais dans un coma, en fait. À ce moment-là, je suis partie. J'ai conversé quand j'étais dans l'ascenseur pour descendre au bloc. Et quand je suis arrivée au bloc, bah, il fallait qu'ils sauvent ma vie parce que j'étais dans un état où il fallait faire le choix entre me sauver la vie à moi ou extraire mon fils. Donc, ils travaillent sur moi. Et en fait, ils avaient vu sur la prise de sang que mes plaquettes étaient tellement basses que j'avais en dessous de 50 000 pour les plaquettes. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que je faisais un HELLP syndrome. Donc, tout de suite, il fallait réagir. Et normalement, le seul remède pour un HELLP syndrome, c'est de faire une césarienne, enfin de sortir le bébé. Sauf que pour moi, c'était tellement avancé que mon foie avait explosé. Donc, il fallait qu'ils travaillent sur mon foie, enfin, pour essayer de réparer le foie, de me stabiliser un peu avant de pouvoir sortir Mathis. Et malheureusement, c'était trop tard pour Mathis à ce moment-là. En fait, si ils avaient fait cette prise de sang avant ou le test d'urine, parce que tu as mentionné le test d'urine,
Ça aurait pu complètement changer le cours des choses. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, ouais. S'ils avaient fait la prise de sang et s'ils avaient vérifié les urines et ils auraient pu voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, à ce moment-là, je sais très bien que la Hope syndrome allait peut-être arriver, mais ils auraient pu réagir plus vite. Et s'ils avaient réagi plus vite, ils auraient pu faire la césarienne le mardi soir et sortir Mathis quand il allait bien. Parce que le lendemain matin, il allait pas bien. J'ai aussi appris ça après, quand ils avaient fait le monitoring le lendemain matin. Lui, il n'était pas en forme, il était déjà en souffrance. Parce que du coup, ton foie avait éclaté. Du coup, à ce moment-là, mon foie a été, j'avais une œdème sur le foie qui pesait à peu près 3 kilos, je pense que de ce qu'il m'avait dit après. Donc, c'était, ouais. En fait, ce qui m'était arrivé est très rare. Et à l'époque, il n'y a que 4 femmes qui ont survécu de cette gravité du HELLP syndrome. Il n'y avait que 4 cas qui étaient reconnus où la femme a survécu. Donc, je suis consciente que j'aurais pu toujours tomber malade, j'aurais pu toujours avoir HELLP syndrome. Mais je sais très bien au fond de moi que s'ils avaient réagi plus vite, les conséquences auraient peut-être été moins graves. Et est-ce qu'on sait à quoi est lié, en fait, le développement du HELLP syndrome? Malheureusement pas. Non. D'accord. Mm. Et tu en avais déjà entendu parler, avant ou jamais? Le HELP syndrome, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'avais entendu parler une fois de la prééclampsie, mais je connaissais pas la maladie. Et la seule raison pour laquelle j'ai quand même insisté un peu plus avec mon mari pour appeler le médecin, c'était parce que j'avais vomi. Et je me souviens, ma sage-femme avait insisté sur ce point lors d'un des cours de préparation. Elle avait dit, c'est pas normal d'avoir les vomissements au 3e trimestre. Elle avait bien insisté et c'est resté dans ma tête. Donc c'est aussi grâce à elle on avait réagi comme on a réagi. Je sais très bien que si on était resté à la maison, je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler, en fait. Et du coup, avec le recul, quels sont les signaux que tu aimerais que les femmes, en fait, connaissent absolument? Parce que du coup, ton message aujourd'hui et c'est très courageux, du coup, de partager ton histoire et ton message est aussi là pour, sensibiliser les femmes à ces signaux et du coup, il faut qu'on retienne quoi? Il faut s'écouter, je pense. Enfin, déjà, il faut savoir, ce que c'est la prééclampsie. Il faut quand même s'informer, connaître les différents symptômes qui peuvent arriver. Il faut savoir ce qui n'est pas normal pour une grossesse. Et c'est vrai, ça, je l'ai déjà dit, c'est compliqué parce que souvent, c'est parce qu'on est en fin de grossesse qu'on a certains symptômes. Mais il faut vraiment connaître le corps, en fait. Moi, je connais bien mon corps, je sais quand il y a quelque chose qui va pas. Il faut vraiment s'écouter. Et si on a quelque chose qui nous semble anormal ou un peu bizarre, il faut pas hésiter à en parler et puis insister si on n'est pas d'accord avec ce que le médecin il dit. Si le médecin il dit non, mais c'est bon, c'est juste la fin de grossesse, pose encore la question pour être sûr ou demande si tu arrives à l'hôpital pour l'accouchement et ils n'ont pas fait les analyses ou ne serait-ce que l'analyse des urines, c'est vachement important. Je pense que ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est il faut être informé. On ne veut pas se faire peur parce que la grossesse, c'est magnifique, c'est miraculeuse, c'est donner la vie, c'est vraiment top. Mais il faut aussi lire ce qui peut arriver, comme ça on est préparé. Et mieux on est préparé, on peut mieux réagir en fait, c'est ça. Réagir en avance et pas dans l'urgence aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire du coup, aux soignants? Aux soignants, je pense que c'est la même chose en fait, c'est écouter la personne parce que la personne qu'on est, c'est sûr qu'on n'est pas aussi informé, aussi préparé peut-être à l'accouchement que quelqu'un qui a fait le métier pendant longtemps, qui a fait les études. Et c'est sûr que le corps médical est très important et ils ont des connaissances, c'est sûr, mais la personne en face a aussi des connaissances de son corps. Donc, il sait si c'est normal, il sait que je dis que c'était comme une migraine, mais un médecin me dirait: «Bah oui, mais c'est juste une migraine». Bah, je connaissais à ce moment-là mes migraines, donc je savais que c'était pas comme d'habitude. Ce genre de choses qui sont c'est important pour les soignants d'écouter la personne qui est en face aussi et se rappeler que c'est pas juste un cas médical, c'est une personne avec des sentiments, des émotions, des besoins et puis un vécu, en fait, dans la vie. Je pense que le message que tu portes là, c'est un message qui est, très fort, qui est très important. Certains soignants, l'oublient, je pense, aujourd'hui et traitent vraiment, le cas médical, mais comme tu dis, en fait, le cas médical n'empêche pas d'écouter, d'entendre, en fait, la personne qu'on a, en face de nous Ouais. et c'est plus qu'important. Mmh. Comment est-ce que tu as fait pour te relever de tout ça, Jenny? Alors c'était vraiment compliqué,
vraiment difficile. Mais en fait, j'avais 2 problèmes. Le premier, c'était, que suite à ça, j'ai été transférée dans un hôpital à Paris et j'ai reçu une greffe de foie, donc en urgence 48 heures après. Et ensuite, j'ai passé 6 jours, endormie dans un coma. Et ils ne savaient pas à ce moment-là si j'allais me relever ou pas. Donc moi, je me suis réveillée 6 jours après pour apprendre ce qui s'est passé, en fait. Je me rappelle que j'ai regardé autour de moi et que j'ai constaté que la couleur de la chambre, c'était pas la même couleur que la dernière fois, dans ma tête. Et j'ai un médecin qui me dit, «Bonjour madame, vous allez bien? Vous savez où vous êtes?» Je me disais: «Oh là, ça c'est pas une bonne nouvelle si on me dit ça». Donc j'ai dû répondre et après, je me suis rendormie et au fur et à mesure, je reviens, j'ai d'autres médecins qui viennent me voir et j'ai un monsieur, enfin un médecin, très gentil qui, s'est installé à côté de moi. Il m'a pris la main et il m'a dit, il m'a expliqué ce qui s'est passé et à ce moment-là, j'étais, vraiment sous l'effet de morphine et plein d'autres médicaments qu'il m'avait donnés. J'étais pas vraiment là. J'étais là, j'étais présent, mais j'ai pas vraiment compris tout ce qu'il me disait et les conséquences que ça allait engendrer derrière. La greffe, enfin, il y avait trop d'informations et je l'ai laissé, passer comme ça. Mais j'avais compris que c'était grave et que du coup, enfin, mon bébé, il était pas là, mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment compris qu'il était décédé, en fait. Donc après, j'ai eu ma famille. Ma mère, en fait, elle était sur la route de l'Angleterre quand tout ça s'est arrivé. Donc elle, c'était, je pense, catastrophique pour elle quand elle est arrivée à l'hôpital. Mon mari, qui était là aussi et mon mari m'a expliqué, ce qui s'est passé. Donc le fait que, moi j'ai été transférée, sur Paris. Lui, il savait pas. Il était arrivé à la clinique pour apprendre ce qui se passe. Mais que lui et ma mère et mon beau-père, ils ont pu rencontrer Matisse, donc ils ont pu, te revoir. Mais moi non. Après, il fallait, que je retrouve ma santé. J'avais gonflé de partout, j'avais les mains qui étaient, 3 fois la taille, normale. J'arrivais pas à lever, ma main vers mon visage. J'étais allongée, enfin, je pouvais pas bouger, je pouvais plus marcher, je pouvais pas me lever. Ça, c'était la partie je me suis concentrée sur ça, en fait. Les premières semaines, je me suis remise en forme. En fait, j'ai récupéré. J'ai commencé à marcher. J'étais pas du tout stable, hein, mais j'ai commencé à marcher. J'ai repris à manger parce que j'avais pas envie de manger. Ils m'ont dit, en fait, bah, si vous mangez pas, on va insérer, une tube, on va vous forcer à manger. Donc, je me suis forcée à faire ce qu'il fallait faire. Et la seule chose qui m'a poussée, en fait, à ce moment-là, c'était, le soutien de ma famille et de mon mari et mes amis qui étaient là aussi. Et de voir mon mari, quand je me lève ou quand la première fois que j'arrive à sortir de la chambre, je vois sur son visage tellement il était fier de moi et tellement il était heureux que je me suis levée, bah, c'est ça qui me poussait à aller devant. Un mois après, je rentre chez moi et là, le travail sur, tout ce qui s'est passé, Matisse et tout ça, ça commence vraiment et je me rends compte, bah, j'ai pris, plein enfin devant en fait, j'ai appris, qu'il sera plus là, que la vie, elle avait complètement changé, que ce petit garçon que j'avais porté pendant 9 mois, il sera pas là et c'était dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais les jours passent et puis, on est obligé d'aller de l'avant et mon mari, il était tellement, il me poussait fort, mais il me poussait, pour continuer et honnêtement, si lui, et mes amis et ma famille n'avaient pas été là, j'aurais pas continué, je voulais pas. Mais j'ai fait pour eux et heureusement parce que chaque jour passe et ça devient un tout petit peu moins difficile et après, au fur et à mesure, les semaines passent. Je me suis forcée à retourner au travail parce que j'avais besoin de sortir de la maison. J'avais du mal à sortir. Je voulais pas aller dans les lieux publics, c'était trop compliqué. Deux fois les bébés, deux fois les enfants, les familles et je craquais. Chaque fois que je sortais, je craquais. Mon mari se moquait de moi parce que je pleurais chaque fois que je sortais de la maison. Mais heureusement parce que en faisant ça, il m'a relevé aussi, donc il m'a repoussé vers l'avant. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, 6 mois sont passés et tu es toujours là et ça va. Donc tu continues encore et tu arrives au 1 an après et c'est dur, l'anniversaire est difficile, mais tu es toujours là, tu as survécu et en fait, ta santé a récupéré donc non, ça va, tu peux continuer. Là, ça fait combien de temps maintenant que tout ça s'est passé? Cette année, ça fait 10 ans. C'est très long, mais c'est comme si c'était hier. C'est plus que normal, hein. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais du coup, à une femme qui vit ce que tu as vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Déjà que je suis désolée qu'elle fait ça, parce que c'est vraiment difficile, hein, en fait, mais qu'il faut pas avoir honte de tomber parce que hier, j'allais super bien et aujourd'hui, apparemment, ça va pas. Mais en fait, il y a les jours où tout se passe bien dans la vie et on peut continuer, on a la force, et il y a les jours où c'est plus compliqué. Mais je dirais à cette personne de ne pas se laisser abattre, en fait, par ça. Parce que moi, je continue parce que comme ça, je peux continuer à parler de Matisse. Et aussi parce que je peux aussi, en racontant par exemple mon histoire, je peux peut-être aider une autre personne qu'elle se sente moins seule en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu sens seule, tu te sens très seule parce que c'est vraiment difficile à vivre, mais tu n'es pas seule. Et il y a des personnes qui comprennent, même s'ils n'ont pas vécu exactement la même histoire, mais elles comprennent, elles sont là et on peut soutenir les autres si besoin. Merci beaucoup Jenny, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais on arrive quasiment à la fin de notre échange, aujourd'hui. Je vais peut-être finir par une dernière question. Tu fais partie d'une association, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, donc moi j'ai trouvé l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie et donc maintenant je fais partie du bureau de cette association. Donc c'est une association qui était fondée par une femme qui a vécu la prééclampsie et qui en fait est remplie de femmes qui ont subi la même chose, enfin dans les différentes formes, et qui travaillent ensemble avec une comité scientifique qui travaille pour informer, pour soutenir, pour faire des recherches sur la prééclampsie, pour essayer de mieux informer et puis mieux connaître la maladie qui reste un peu mal connue à nos jours aujourd'hui. Donc c'est une association qui est présente sur les réseaux sociaux et puis sur un site internet, et on présente les témoignages quasiment toutes les semaines des personnes qui ont vécu cette maladie dans les différentes formes. Et je trouve que c'est très utile pour s'informer sur la maladie, les différentes symptômes qu'il peut avoir, les conséquences après la grossesse aussi, parce que c'est une maladie qui peut toucher pendant des années après. Et c'est vraiment utile pour toute femme qui est enceinte ou qui a un projet d'être enceinte, d'aller regarder un peu juste pour s'informer, en fait. Et après, si le malheur de passer par là, ben nous, on est là pour soutenir aussi pour les questions des femmes et les conséquences derrière. Du coup, il y a des groupes de parole qui sont mis en place? C'est ça, et un groupe de parole, je pense que c'est une fois par mois, peut-être, une fois tous les 2 mois, il y a le groupe de parole. Donc c'est par 2 personnes, donc il y a une psychiatre et une bénévole de l'association qui a vécu la maladie aussi, qui est un expert en maternité. Donc c'est à peu près 6 personnes qui participent, au cercle de parole, donc c'est assez intime. C'est en visio et ça aide les personnes pour pouvoir en parler aussi par rapport à ce qu'elles ont vécu. Bah, écoute, Jenny, je te dis un grand merci, ton témoignage m'a beaucoup touchée. Merci aussi pour, vraiment ta parole, précieuse, cette sensibilisation, qui est tellement importante. Parce qu'effectivement, en fait, quand on sait pas, on peut passer à côté. Et ça veut pas dire qu'on doit tout connaître et tout savoir. Les soignants sont aussi là pour ça, mais effectivement, bah, parfois poser certaines questions ou les challenger un peu, bah, ça peut aider. Donc, un grand merci à nouveau et puis je te dis, à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à Jenny pour sa confiance et pour la force de son témoignage. Son histoire nous rappelle combien l'information et l'écoute sont essentielles. S'écouter, ne pas minimiser un signal inhabituel, oser poser des questions, même quand on nous rassure. Et du côté des soignants, se souvenir que derrière chaque dossier médical, il y a une femme, il y a une histoire, il y a une intuition. Si cet épisode permet à une femme de reconnaître un symptôme ou de se sentir légitime d'insister, alors il aura déjà un impact immense. À vous qui nous écoutez, prenez bien soin de vous et faites confiance à votre intuition. N'hésitez pas à partager cet épisode pour qu'il puisse aider d'autres femmes autour de vous. Je vous dis un grand merci d'avance et à très vite sur Insubmersible.